Bonjour et bienvenue, Tête au carré spécial aujourd'hui. Nous sommes en direct à la Cité des Congrès de Nantes pour l'édition 2017 des Utopiales, le festival international de science-fiction. L'événement est devenu un rendez-vous incontournable. On y croise des scientifiques, des auteurs, des artistes, des lecteurs, des passionnés et des curieux. Tout ce petit monde échange et débat. La SF est un point de départ formidable pour réfléchir et discuter des évolutions du monde, des bouleversements technologiques et des transformations de notre société. Thème des Utopiales cette année, le temps. Alors, recomposer le passé, prévoir le futur et pourquoi pas envisager pour de bon un voyage dans le temps. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec les invités de cette Tête au carré en direct des Utopiales, avec à la réalisation Céline Hilla. L'émission a été préparée par Sophie Vaux et Thomas Lehété. La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Expérience temporelle. Daniel Fievé. Expérience temporelle numéro 1. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves et celui-là te dit d'où tu es parti. Attendez un peu, Doc. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est plein gueule. Et pour embarquer dans ce grand voyage spatio-temporel, autour de la table, il y a Agnès Marcetto du musée Jules Verne, directrice du musée Jules Verne, ici à Nantes et fondatrice de la revue Planète Jules Verne. Sébastien Steyer, paléontologue. Il ne se contente pas d'étudier les animaux qui vivaient sur Terre dans le passé, il s'amuse aussi à imaginer à quoi pourraient ressembler ceux du futur. Hugo Bellagamba, professeur d'histoire et auteur de plusieurs ouvrages de science-fiction, lui, c'est la façon dont pourraient évoluer nos sociétés qui l'intéresse tout particulièrement. Et puis Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation qui utilisent la science-fiction pour parler de science. Il est aussi le président du Festival des Utopiales. Bonjour et bienvenue à tous les quatre. Bonjour. Et bonjour au public du festival. Roland Lehoucq, ils sont nombreux, hein, on les entend. Oui, on les entend, ils sont nombreux, truqué. on les voit là en direct dans cette grande salle Chaillol de la CD Congrès de Nantes, ils sont nombreux. C'est un vrai plaisir chaque année de recevoir autant de visiteurs pour de la science-fiction avec de la science dedans. Oui. L'année dernière, 82 000 festivaliers, c'est un festival dont l'ampleur n'en finit pas de croître. Oui, alors pour l'instant ça croît, on verra si cette année ça augmente encore par rapport à l'année prochaine. Pour l'instant, on est très content, il y a une affluence vraiment extraordinaire depuis mercredi 1er novembre. On a encore ce vendredi et puis samedi et dimanche. Et en plus, le lundi matin, la journée des scolaires spécifiquement réservée au public scolaire. Alors c'est un public très varié, hein. Il y a des jeunes, des moins jeunes. On voit de tout, je vois des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des chauves, des barbus, ouais. Des extraterrestres, quelques extraterrestres. Il y a des déguisements, hein. On Oui. croise des drôles de créatures. Exactement, ça qui est assez étonnant. Il y a aussi des gens qui viennent costumés. Alors on les aura singulièrement le dimanche où il y a le grand cosplay et les gens qui se costument selon leur héros ou leur univers favori. Alors l'idée de ce grand rendez-vous, c'est quoi exactement, Roland Lehoucq ? Alors, le Festival des Utopiales, c'est un festival de science-fiction, donc où on va aborder la science-fiction sur tous les supports qui la portent. Bien sûr, la littérature, parce que c'était son genre de prédilection, au moins initialement, le cinéma aussi, et puis aussi les artistes, tous les auteurs de bandes dessinées, les illustrateurs, les gens qui représentent ces mondes imaginaires, et enfin, le jeu vidéo, le jeu de plateau, le manga, le jeu de rôle, ouais. Bref, tous les supports où s'exprime la science-fiction. Alors, Roland, votre vrai métier, hein, dans la vraie vie, vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et vous avez le temps de présider ce grand barnum. Oui, alors, en fait, je suis président de l'association qui, intellectuellement, porte le festival, mais bien sûr, en étant à la Cité des Congrès, c'est elle qui réalise et qui produit le festival, et donc une structure qui est bien plus importante que moi et la petite vingtaine de membres de l'association, capable de, effectivement, faire tourner une usine à gaz, je veux dire quelque chose d'énorme, qui peut porter, recueillir, accueillir tout ce public dans des meilleures conditions. Et vous êtes un scientifique passionné de science-fiction, c'est un petit peu devenu votre marque de fabrique. Tous vos ouvrages de vulgarisation prennent pour point de départ alors Star Wars, Superman. On peut faire de la science sérieuse, en tout cas parler sérieusement de science, dérouler une pensée rigoureuse à partir de la science-fiction. Absolument, c'est-à-dire je pense que l'on peut
pratiquer les sciences avec la science-fiction, en ayant la science-fiction comme propos. Par pratiquer les sciences, je veux dire être capable de utiliser de façon coordonnée ces connaissances scientifiques, qu'elles soient, disons, superficielles si on n'est pas un grand maître de la physique ou des sciences en général, ou plus profondes si on est déjà un étudiant ou quelqu'un de plus fin connaisseur des sciences, donc de les appliquer de façon coordonnée pour mener une enquête scientifique sur les mondes qu'on nous présente. Alors bien sûr, nul n'est dupe, les mondes de la science-fiction, d'ailleurs, souvent on dit science-fiction d'un air un peu péjoratif, on dira « ah, ton truc c'est de la science-fiction », c'est-à-dire ce n'est pas très sérieux. Ouais. En réalité, ces mondes ont un fond de rationnel, même plus qu'un fond de rationnel, ils ont une cohérence, et de temps en temps, même si nul n'est dupe de leur qualité scientifique, de leurs possibilités, parfois si rédhibitoirement en dehors de la science que c'est impossible, on peut les utiliser pour mener une enquête, c'est-à-dire déterminer une information qui n'est pas explicitement donnée dans l'œuvre, dans certaines situations. Par exemple, si on prend Star Wars, nous allons fêter ici aux Utopiales les 40 ans cette année, et pas qu'aux Utopiales bien sûr, ça sera fêté dans le monde entier, eh bien on peut se demander assez légitimement quelle est la puissance d'un sabre laser. Évidemment, quand on voit cet engin, tout le monde veut un engin. Je pense que tout le monde dans la salle veut un engin comme le sabre laser, aimerait disposer d'un véritable sabre laser. Il y a plein de raisons qui vont contre l'existence réelle de cet objet, mais on peut quand même se poser la question, quelle est sa puissance? C'est combien de watts? Et on peut mener un raisonnement en trouvant les ou la scène du film qui vous permettra de répondre à cette question et en élaborant un raisonnement de science à partir de cette scène qui vous donne la réponse 1 milliard de watts. Alors 1 milliard de watts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on ne sait pas trop. Si on ça paraît beaucoup comme ça. 1 milliard, ça paraît beaucoup parce que c'est 1 milliard, mais il y a aussi watts derrière, il y a l'unité. Alors l'unité, si un watt c'est une toute petite chose, 1 milliard d'un truc tout petit, par exemple moi je fais 1 milliard 750 millions de nanomètres, c'est ma taille. Alors est-ce que je suis grand? Non, parce que le nanomètre c'est le milliardième de mètre et j'ai pris une petite unité. Donc 1 milliard de watts, il faut essayer de comparer quelque chose. Qu'est-ce qui est comparable à 1 milliard de watts? Eh bien, c'est la puissance produite par un cœur de centrale nucléaire, par exemple. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que ça peut représenter quelque chose, même si on n'est pas très aguerri. Un cœur de centrale nucléaire, c'est un gros machin. Et il y a un petit sabre laser, et dedans, il y a l'équivalent de ça pour faire les effets qu'on voit. Et donc, on réalise à quel point ça n'est pas possible. Et en même temps, on a pratiqué les sciences, on a fait une enquête scientifique sur ce monde. On sent encore qu'il y a cet enfant en vous, hein, Roland Lehoucq, malgré l'astrophysicien très sérieux que vous êtes devenu. Vos lectures de science-fiction ne vous ont pas quitté. Vous êtes tombé dans la marmite étant petit. Oui, exactement. J'ai tombé vers 12-13 ans. En fait, mon père avait lisé de la science-fiction, avait pas mal d'ouvrages de science-fiction à la maison. Et donc, assez rapidement, j'ai commencé à apprendre ce bouquin dont les couvertures étaient chatoyantes, attirantes. On a reçu, il y a 2 ans ici, on a reçu 3 ans ici, plutôt Chris Foss. Et il y avait des couvertures de Chris Foss, un auteur, un illustrateur de science-fiction internationalement connu. Et j'ai dit, tiens, ça a l'air pas mal, ça. Je lis, je dis, ah ben c'est ça que je veux lire maintenant. Et puis quand vous, à côté, en BD, vous tombez sur Druillet, sur Bilal, sur Mézières, ah mais non, c'est fini, les Schtroumpfs, c'est fini. Ça, c'est ça que je veux lire. Et donc, moi j'avais déjà un goût pour les sciences, je veux être astronome amateur, j'ai fait de l'astronomie amateur vers 8-9 ans, et tomber dans la science-fiction, c'était exactement la littérature qu'il me fallait en fait, à l'âge où j'ai découvert ça. Mais c'est pas la science-fiction qui vous a donné envie de devenir scientifique? Dans mon cas, non. Il y a des situations où des scientifiques affirment que la science-fiction leur a donné le goût des sciences ou a raffermi leur goût pour les sciences ou leur a donné envie d'agir dans une discipline. Dans l'industrie spatiale, par exemple, je connais un certain nombre d'ingénieurs du spatial au CNES qui disent oui, moi je voulais faire Star Trek quand j'étais petit, donc c'est pour ça que je fais des fusées maintenant. C'est pas Star Trek, mais c'est pour ça que je suis dans l'industrie du spatial maintenant. Sébastien Steyer, paléontologue, vous, c'est la science-fiction qui vous a donné envie de devenir paléontologue? C'est la science-fiction et la paléontologie, un petit peu les deux en même temps. Ça remonte à l'enfance ou presque en fait. Je commençais à aimer vraiment les films de science-fiction et puis je lisais pas mal lire entre guillemets, hein, de livres dont vous êtes le héros. Oui. Donc certains traitaient quand même de science-fiction et cet univers-là s'est construit entre guillemets et puis... le côté imaginaire et artistique aussi de la paléontologie m'intéresse. Et puis, j'en suis venu aux sciences tout naturellement, en voulant, depuis le plus jeune âge, en fait, en voulant être paléontologue. On verra tout à l'heure avec vous que tout en étant paléontologue, vous vous amusez aussi à imaginer ce que pourraient être des animaux de demain et pas seulement les animaux d'hier. Ça donne des résultats assez étonnants, on verra ça tout à l'heure. Hugo Bellagamba, vous lisiez quoi étant petit en matière de science-fiction? Alors moi, je suis tombé dans la science-fiction tout petit. Et l'un de mes premiers souvenirs, c'est... étrangement à Rome,
où chez mon grand-père paternel, je lisais du Jules Verne, hein, puisque mon grand-père paternel était vraiment francophile. Il avait l'intégralité des Jules Verne, et donc j'ai vraiment commencé par Jules Verne. C'est vraiment 20 000 lieues sous les mers, vraiment les classiques de Jules Verne. Et puis petit à petit, les collections de science-fiction que l'on trouvait en France à l'époque, on va dire dans les années 80. Voilà, j'ai commencé à lire de la science-fiction autour de l'âge de 10 ans. J'ai commencé à vouloir en écrire tout de suite, puisqu'il y a bien souvent cette tendance du lecteur de science-fiction à vouloir devenir auteur ou créateur de science-fiction. Et oui, parce que vous en écrivez aussi, on le verra dans cette émission. Agnès Marcetto, directrice justement du musée Jules Verne. On peut considérer que c'est un auteur de science-fiction, Jules Verne, vraiment? Alors en fait, c'est une figure tutélaire de la science-fiction. Parce qu'à l'époque où Jules Verne écrit, la science-fiction n'est pas encore inventée. Mais lorsque les auteurs américains vont créer la science-fiction dans les années 20, Jules Verne fait partie des grandes références. Donc forcément, il est adopté tout de suite et il inspire. C'est ça, c'est un peu l'inspirateur de nombreux... C'est l'un des inspirateurs, oui. Alors Jules Verne est souvent perçu comme un visionnaire. Dans le Tour du monde en 80 jours, par exemple, Phileas Fogg a des visions du futur des transports assez prémonitoires. Je constate que vous n'avez Dieu que pour ce qui sera un jour la plus belle réalisation de ma carrière. C'est une mythe géante? C'est une machine volante. Ça vole? Oui. Non. Mais elle volera. Je vous le garantis, un jour, elle pourra transporter des voyageurs dans les airs. Et pourquoi pas voler au-dessus des océans. Agnès Marcetto, Jules Verne qui déjà envisage des machines volantes alors qu'à son époque, évidemment, hélicoptères et avions ne sont pas encore à l'ordre du jour. C'est vraiment un visionnaire, Jules Verne, pour vous? Alors moi, je dirais plutôt que c'était un clairvoyant, c'est-à-dire qu'il a su, à son époque, d'une part, s'emparer d'éléments, en particulier de technologies qui étaient à leur genèse, et qu'en plus, il a su poser les bonnes questions, et je pense que c'est pour ça qu'il est resté d'actualité. On entend souvent dire qu'il a inventé le sous-marin, notamment avec le Nautilus du capitaine Nemo. C'est vrai ou pas? Non, non, pas du tout. Il n'a pas inventé le sous-marin. Au 19e siècle, on commence à développer cette technologie précisément, et Jules Verne s'en empare. De même qu'il s'empare de la discussion ou de la querelle entre le plus léger que l'air, les ballons, et le plus lourd que l'air, et il fait le bon choix. Roland Lehoucq. Oui, Yann, sur cette invention du sous-marin, je pense que ce qui est intéressant dans le travail de Jules Verne sur le sous-marin, c'est pas tant effectivement son invention, puisque déjà des choses existent, qui vont sous l'eau, qui avancent un peu à pédale, l'électricité est déjà là. Il la met en scène, il fait quelque chose de bien, il explique le monde sous-marin, évidemment. Mais ce qui est plus intéressant, et c'est là où on voit un ressort très important de la science-fiction, c'est qu'il en tire des conséquences sur les humains. Nemo, il a son sous-marin, il peut couler impunément des bâtiments de surface. Et donc, si vous avez un sous-marin, alors vous êtes le maître des mers. Et donc c'est là le ressort de la science-fiction, c'est si cet objet technique se produit, si cette réalisation se fait, alors quelles sont les conséquences? Et un autre exemple, c'est pas très difficile d'imaginer la voiture quand on est à l'époque de la machine à cheval. C'est une sorte de cheval mécanique. Il y a les 4 roues, il y a quelque chose de mécanique, pas très clair, qui fait se mouvoir l'objet plutôt que par la traite d'un animal vivant. Le truc intéressant, c'est de prévoir les bouchons si cet objet devient si répandu que tout le monde dispose d'un de ces chevaux mécaniques. Les conséquences sociétales des technologies, Hugo Bellagamba. Oui, en fait, Jules Verne contribue à enchanter l'objet technique dans ses récits. C'est-à-dire que la société est en train de changer, la société est en train d'être inondée de nouveaux objets techniques, exactement comme ça nous arrive aujourd'hui avec les téléphones portables ou d'autres objets techniques. Et Jules Verne comprend que s'il met en récit ces objets techniques, s'il les enchante littéralement par la fiction, il va faciliter leur acceptation et du coup la réflexion sur l'utilisation de ces objets. Donc le sous-marin, évidemment, l'électricité, les lampes, enfin tout ce qu'on trouve dans tous ces récits. Et nombre d'auteurs après lui vont avoir la même démarche, évidemment. Allez, on part pour un grand voyage spatio-temporel entre science et fiction avec nos invités. Et dans un instant, nous allons faire revivre les animaux d'hier et plus fort encore, imaginer ceux de demain. Vous écoutez France Inter, La Tête au Carré, en direct de la Cité des Congrès de Nantes. Il est encore grand temps de venir nous rejoindre si vous êtes dans le coin. La Tête au Carré sur France Inter. C'est un dinosaure. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Oh, il y a à la poubelle toutes les théories sur ces animaux à sang-froid. Elles sont toutes fausses, on le voit bien, là. C'est une créature à sang-chaud. Cette chose ne vit pas dans un marais. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres. Le brachiosaure, 9. 9 mètres.
Les dinosaures de Jurassic Park passent une tête sur France Inter en direct et en public au Festival des Utopiales à Nantes, en compagnie de Roland Lehoucq, astrophysicien, Agnès Marcetto, directrice du musée Jules Verne, Hugo Bellagamba, historien, et Sébastien Steyer, paléontologue. Sébastien Steyer, c'était pour vous, hein, là, l'extrait de Jurassic Park. Vous travaillez à la reconstitution d'espèces disparues. Vous partez régulièrement aux quatre coins du monde pour aller trouver des fossiles, pour essayer de comprendre à quoi pouvaient ressembler ces espèces. Ils sont réalistes, les dinosaures de Jurassic Park? Ça dépend du Jurassic Park. En fait, au début, dans vraiment Jurassic Park, Spielberg essaie quand même de coller un petit peu aux connaissances en fait, scientifiques sur les dinosaures. Et puis, il y a une grosse chute intellectuelle, entre guillemets, avec Jurassic World, donc Jurassic Park 4, si vous voulez, où là, on retrouve en fait une iconographie dinosaurienne proche des années 40 ou 50. Donc c'est un retour en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous plaît pas alors dans ceux de Jurassic World? On retrouve en fait des dinosaures avec des fautes entre guillemets qui étaient classiques à l'époque dans les reconstitutions, des sortes de coups en forme de double arc pour les grands sauropodes. En S, quoi. En S. Les dinosaures autruches ont les membres antérieurs pas très bien placés. Il y a des erreurs de proportion assez grotesques, entre guillemets. Bon, c'est sûr que Jurassic Park, c'est pas un documentaire sur les dinosaures, mais on peut quand même pointer du doigt certaines erreurs ou au contraire utiliser en fait les connaissances actuelles pour mieux reconstruire en fait les dinosaures. Mais même pour les scientifiques qui essaient de faire revivre le passé, il y a une part d'imagination tout de même. Par exemple, ce qu'on entend là, c'est le cri du dinosaure, le soir au fond des bois. Plutôt façon Spielberg. Mais qu'est-ce qu'un scientifique sérieux peut savoir, on va le laisser crier, du cri de ce dinosaure? Très peu de choses en fait, tout dépend du dinosaure. On a quand même passé en soufflerie et en modèle 3D un crâne du fameux Parasaurolophus, vous savez, cette espèce de dinosaure avec une sorte de corne dirigée vers l'arrière, là, lui servait sans doute justement à émettre des sons assez semblables en fait à ceux du trombone à coulisses. Alors on peut aller sur internet et taper Parasaurolophus Sound et puis voir le résultat tout simplement. Et là c'est une reconstitution presque réel, si je puis dire, d'un souffle ou d'un cri de dinosaure. Mais c'est bien presque le seul élément, entre guillemets, scientifique qu'on a aujourd'hui. Sur la couleur, c'est complètement fantaisiste ou on a quand même des notions un peu... voilà, des indices qui permettent de se dire il était plutôt gris, il avait une crête rouge? Alors, on a des indices de plus en plus sérieux grâce à ce qu'on appelle des conservations exceptionnelles. Et là, je me tourne vers les dinosaures en fait chinois. Ah, d'accord. Vous parliez de gens autour de cette table, incident diplomatique. Non. Et en fait, on a découvert en Chine, dans le Liaoning, un gisement exceptionnel avec des dinosaures magnifiquement bien conservés. Et dans les conservations, on a les parties molles, notamment les plumes. Ce sont des petits dinosaures en général ailés, pas très grands, assez agiles, assez dynamiques. Et dans ces plumes-là, au microscope électronique à balayage notamment, on a observé différents types de mélanosomes, ces petits éléments qui permettent d'avoir des informations sur les contrastes en fait, de la robe ou du plumage des dinosaures. Alors ce ne sont pas vraiment les couleurs, mais en fonction du type de mélanosome et de la densité à certains endroits du corps, on sait aujourd'hui que certaines espèces étaient zébrées ou avec des espèces de pseudo-rayures, mais on a du mal encore à... Et puis c'est une seule espèce ou quelques espèces, de là à extrapoler sur toutes les autres espèces. Alors Sébastien Steyer, en tant que paléontologue, vous tentez de décrire les animaux du passé, on le comprend de façon très rigoureuse. Vous vous êtes aussi amusé, et là ça devient plus spéculatif, à imaginer ce que pourraient être les animaux du futur. Alors là, comment vous vous y êtes pris ? Alors c'est un travail qui est essentiellement dû à un collègue paléoartiste et ami, Marc Boulet, qui a déjà travaillé en fait un peu le père de l'exobiologie ou de la biologie spéculative, un certain Dougal Dixon, qui était géologue au passage. Il n'était pas biologiste, mais il aimait en fait extrapoler un petit peu sur les évolutions futures ou improbables. Et Marc Boulet m'appelle un jour en me disant « Écoute, j'aimerais imaginer cet univers, un univers biologique dans 10 millions d'années. Est-ce que tu me suis dans cette aventure ?» Alors, je n'ai pas pris mon agenda pour regarder si j'étais disponible. J'ai dit « On y va, il n'y a pas de souci. » Et j'ai trouvé l'exercice intellectuel très amusant et très intéressant.
Et puis, d'ailleurs, Marc Boulet me dit souvent, j'ai autant d'incertitudes à reconstruire à partir d'éléments fragmentaires fossiles que je lui ramène du terrain, des proto-dinosaures ou des salamandres géantes du passé, que d'extrapoler à partir d'une forme de vie actuelle, bien connue aujourd'hui, comme certains oiseaux par exemple, en faisant des morphings des oiseaux du futur. Alors il ressemble à quoi? Quelques-uns, hein, parce que c'est tout un bestiaire. Hein. Vous avez un livre entier publié chez Belin, paru en 2015, qui présente ces animaux du futur. Mais quelques exemples. Le manchot, par exemple. Le manchot du futur, il ressemble à quoi? Alors on a poussé à l'extrême, effectivement, certaines adaptations, comme celle du manchot, qui est un oiseau essentiellement aquatique, qui remet que les pieds sur la banquise pour pondre, il se les gèle un petit peu, etc. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas imaginer un manchot uniquement aquatique. Et donc là, en fait, on a pris par convergence évolutive certains reptiles marins qui évoluaient dans les océans à l'époque des dinosaures, comme les ichthyosaures ou les mosasaures. Et on a essayé de brouiller un petit peu les pistes en plaquant cette espèce de forme extérieure dans l'architecture, entre guillemets, ostéologique de l'oiseau. Vous avez aussi imaginé une évolution assez terrifiante pour les perroquets. Les perroquets adoptent une taille gigantesque et prennent un peu des allures des dinosaures du passé, finalement. Oui, alors effectivement, il y a de la déformation professionnelle dans certaines... Alors, ce ne sont pas des extrapolations, mais dans cet exercice, en fait, spéculatif. Et le perroquet du futur nous a inspirés parce que les perroquets sont des animaux assez intelligents. Et donc, on a imaginé un perroquet qui, au contraire, retourne en fait au sol complètement. Il ne vole plus. Il y a quasi atrophie des ailes et développement assez important des membres postérieurs, ce qui donne une sorte de Tyrannornis, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire l'oiseau terrible du futur. Oui. Alors pourquoi, à une certaine époque sur Terre, des dinosaures gigantesques ont vécu? Vous imaginez pour le futur de nouveaux animaux terrestres, hein, parce qu'on a des géants dans les mers, mais sur Terre, il n'y a plus beaucoup de grands animaux. Pourquoi le gigantisme a disparu et pourrait, selon vous, revenir? Alors, il faut savoir que en fait, la plupart des dinosaures n'étaient pas aussi grands que ça. En fait, si on colle avec les chiffres, 80% des dinosaures ne dépassaient pas de 3 mètres à tout casser de haut, ce qui est déjà quand même assez respectable comme taille. Et on observe quand même, plutôt avant les dinosaures, des grandes tailles au Carbonifère, chez les insectes, chez les arthropodes en général, qu'on peut expliquer plus ou moins grâce ou à cause de l'augmentation en fait, du taux d'oxygène dans l'air à l'époque. Ah oui. En ce qui concerne les dinosaures, le spectre de taille, de disparité en fait, de taille est assez similaire à ce qu'on observe en fait, actuellement. Et dans le futur improbable ou probable, on ne sait pas, on a essayé de recoller un petit peu au spectre de taille actuel, en mettant en avant, bien sûr, les plus monstrueux, les plus dinosauresques. Et puis, on a quand même aussi imaginé des formes sympas, qui sont symbiotiques, qui vivent en association avec les autres. Et qu'est-ce que vous pensez, alors là aussi vous vous êtes amusé à réfléchir à ces questions, des univers, des faunes, des flores imaginés par la science-fiction? Par exemple, sur Pandora, la fameuse planète d'Avatar, tout un écosystème qui a été imaginé. Qu'est-ce que vous pensez de cette faune? Alors, effectivement, on s'amuse, notamment avec Roland, à décrypter un petit peu les sciences en général, les sciences naturelles aussi dans la science-fiction, et c'est un sujet assez passionnant. On sort en fait nos boîtes à outils de scientifiques pour décortiquer un petit peu ce qui se passe dans la science-fiction. Et pour revenir donc au film Avatar sur Pandora, on a des animaux qui sont pas si exotiques que ça, qui sont facilement identifiables, genre une panthère noire carnivore avec une paire de pattes en plus, des espèces de dinosaures qui ressortent d'une forêt improbable, etc. Mais ce qui fonctionne, c'est que chaque espèce est replacée dans son écosystème. Il y a des herbivores, des prédateurs, des super prédateurs, des super volants, la dernière ombre, le Léonoptérix, en plus ils ont des noms savants scientifiques. Et donc en fait, la pilule, entre guillemets, passe. Et on voyage du coup avec les héros en fait, de cette œuvre. Roland Lehoucq, c'est aussi intéressant pour l'astrophysicien d'imaginer des systèmes planétaires lointains, des mondes, des ailleurs qui fonctionnent. Même les astrophysiciens, ceux qui s'intéressent aux exoplanètes, cherchent à faire deux choses. La première, d'abord d'en détecter le plus possible pour affirmer les statistiques, notre compréhension de ces mondes qui ne sont pas le système solaire, leur évolution, leur formation bien sûr, mais aussi dans le cas où les exoplanètes sont habitables ou supposées habitables, essayer de modéliser ce que pourrait être leur atmosphère. Pour l'instant, on n'a que très peu, même pas d'informations sur leurs atmosphères, mais essayer d'imaginer ce que seraient ces mondes. Et il y a déjà des tentatives scientifiquement fondées.
mais spéculative en ce sens qu'on a très peu d'informations pour confirmer les possibles qui sont proposés, donc des tentatives de représentation de ces mondes, de ces exoplanètes, pour essayer de voir leur diversité, leur variété, leur différence avec la Terre, qui, elle, on le sait, abrite la vie, et les autres qui, peut-être, espère-t-on, un jour, habiteront la vie, celle qu'on découvrira. On poursuit nos explorations entre science et fiction. Après les animaux, nous allons nous intéresser aux sociétés humaines imaginées par la science-fiction. La tête au carré, Daniel Fievé. L'alphabétisation au sein du prolétariat a augmenté de 56%. La mortalité néonatale prolétarienne a chuté de 12%. Les cas de leucémie, de tuberculose et de méningite ont considérablement régressé. Au sommet de la pyramide est placé Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire sont considérés comme émanant directement de sa direction et de son inspiration. Personne n'a jamais vu Big Brother. Il est un visage sur les journaux, une voix au télécran. Nous pouvons en toute lucidité être sûrs qu'il ne mourra jamais. Extrait de 1984 de George Orwell, lu par Guillaume Gallienne, la science-fiction nous propose parfois des visions futuristes assez cauchemardesques. Nous allons en parler avec les invités de cette tête au carré spéciale en direct des Utopiales à Nantes. La spécialiste de Jules Verne, Agnès Marcetto, le paléontologue Sébastien Steyer, l'astrophysicien Roland Lehoucq et l'historien Hugo Bellagamba. Alors Hugo Bellagamba, l'ASF décrit quand même très souvent des sociétés futuristes qui tournent mal. On a l'impression que c'est même le fonds de commerce de l'ASF de nous faire flipper avec le futur. Est-ce que je me trompe ? Non, non, pas du tout, Daniel. Effectivement, la science-fiction a souvent joué l'annonciatrice des catastrophes. Elle a souvent été celle qui porte le souvenir ou le futur de sociétés très cauchemardesques, très sombres. Alors, il y a des raisons à tout ça. Évidemment, la première, la plus évidente, c'est que narrativement, c'est beaucoup plus intéressant que de raconter une utopie parfaite où, évidemment, tout se passe bien. L'idée aussi, c'est beaucoup plus intéressant, c'est de montrer que même dans une société cauchemardesque, même dans une société totalitaire, fermée, où les gens sont aliénés, il y a toujours, vous savez, ce petit rouage qui grippe, ce petit individu qui refuse de fonctionner avec la machine, qui est d'abord une voix solitaire, se rebelle, qui va petit à petit conquérir une place et puis faire arrêter le fonctionnement de cette machine aliénante. Et du coup, la dystopie est toujours porteuse d'espoir malgré tout. C'est vrai qu'il y a énormément de dystopies dans l'histoire de la science-fiction. D'ailleurs, aujourd'hui, les dystopies sont très à la mode. On trouve de nombreuses au cinéma, dans le cinéma de science-fiction, notamment tourné vers la jeunesse. Je pense à Hunger Games, évidemment, mais il y a des tas d'exemples à ce sujet. Donc la dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. C'est quand ça se passe mal. C'est la société cauchemardesque. C'est ça, c'est le voile perverti de l'utopie. L'utopie étant, dans l'idée de sa création par Thomas More en 1516, à la Renaissance, la cité parfaite, la cité idéale où le bonheur est acquis. La dystopie, c'est la cité qui déraille, où tout va mal et où inexorablement l'humain est finalement détruit, déconstruit, aliéné. Alors, est-ce qu'il arrive à la science-fiction de mettre en scène des utopies et que ça reste intéressant ? Puisque vous disiez, c'est quand même plus facile de nous accrocher quand ça se passe mal. Oui, alors effectivement, il y a quand même, d'abord pour moi, la science-fiction, c'est l'héritière de l'utopie. L'héritière de l'utopie en ce sens où la science-fiction met en scène des sociétés qui évoluent. On pourrait dire presque d'une certaine manière que la société, c'est le véritable personnage de la science-fiction. Toujours, la science-fiction va décrire l'histoire d'une société, son évolution, ses crises, et puis la manière dont elle survit à ces crises. Alors effectivement, l'utopie est présente dans la science-fiction. Il y a des sociétés heureuses, parfois la colonisation de l'espace, les colonies spatiales, le rêve des colonies de l'espace. Eh bien, ça donne naissance parfois à des sociétés bien meilleures, plus heureuses. Et on voit ça dans de grands classiques de science-fiction, parfois comme par exemple chez Isaac Asimov pour certaines sociétés, avec toujours quand même le côté, et c'est important de le rappeler, Daniel, un côté un peu ironique de la science-fiction. C'est-à-dire que même lorsque la société est heureuse, il y a un petit message ironique qui dit elle n'est pas si heureuse que ça, cette société. Vous vous êtes essayé, vous, à la science-fiction, mais plus particulièrement à l'utopie, avec La Cité du Soleil, aux éditions Le Bélial. C'est facile d'écrire une utopie ?
Alors je ne sais pas si c'est facile, en tout cas moi j'avais l'élan et la volonté nécessaire pour le faire. Et je remercie d'ailleurs les éditions du Bélial qui m'ont fait confiance. C'était un de mes premiers recueils. La Cité du Soleil, c'était un hommage à une utopie de la Renaissance de Tommaso Campanella, un moine dominicain italien qui avait rêvé une cité idéale, et ça plaira à Roland Lehoucq ici présent, une cité qui était cosmologiquement conforme à la représentation que Campanella se faisait de l'héliocentrisme à l'époque, avec une sorte de temple du soleil au centre de la cité, et avec une idée qui était très belle dans la Cité du Soleil, c'est que les connaissances scientifiques étaient accessibles à tous parce qu'elles étaient peintes sur les murs de la cité et que les enfants pouvaient apprendre en marchant, en jouant, en courant dans les rues de la Cité du Soleil. Alors à chaque fois, que ce soit utopie ou dystopie, il s'agit, ou en tout cas ça a pour effet de nous faire réfléchir aux effets des technologies sur notre devenir et sur les évolutions de la société. On retrouve ça aussi chez Jules Verne, hein, Agnès Marcetto. Oui, tout à fait. En fait, la définition qu'Hugo nous a donnée de la science-fiction, elle s'applique parfaitement à Jules Verne dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, c'est-à-dire par exemple l'interrogation sur la capacité de l'homme à habiter le monde de manière pertinente, qui est au cœur du projet vernien, sur les risques d'une science mal maîtrisée. De ce point de vue-là, pour faire court, Jules Verne, il s'inscrit absolument dans la lignée des moralistes qui posent la question et qui disent « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et puis aussi une dimension très importante de Jules Verne, et peut-être un petit peu méconnue, l'ironie. Il avait justement ce regard distancié. Et effectivement, lorsqu'on lit Jules Verne, il se peut qu'une idée parfois un peu reçue soit qu'il était un admirateur béat de la science et du progrès. Je vous le confirme, c'est une idée largement reçue. Hein. On imagine que ces romans, c'était à la gloire du progrès et du monde meilleur qui venait. Donc c'est une idée qu'il faut combattre, puisqu'elle n'est pas tout à fait exacte. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il s'est inscrit dans un projet éditorial qui était celui de l'éditeur Hetzel, et que ce projet éditorial, effectivement, donnait une large place à la promotion du progrès technique. Mais chez Jules Verne, il y a les deux approches, et c'est ce qui fait évidemment son éminente qualité. Hugo Bellagamba, vous avez aussi un petit faible pour les uchronies. Alors une uchronie, c'est quoi? Je laisse le doc de Retour vers le futur nous l'expliquer brièvement. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction d'un... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Alors, c'est un bon début pour expliquer ce que c'est qu'une uchronie, Hugo Bellagamba. C'est tout à fait un très bon début. Ici, Doc explique les univers parallèles qui naissent des choix différents que l'on peut faire si l'on voyage dans le temps. L'Uchronie, c'est un peu ça, c'est des histoires parallèles. Les anglo-saxons ont une belle expression pour ça, ils disent « alternate histories », les histoires alternatives. En fait, l'Uchronie, c'est quelque chose qui est assez ancien dans notre culture européenne. La première Uchronie, ça remonte au 19e siècle, sous la plume d'un philosophe français, un républicain, Charles Renouvier, qui invente le néologisme ou chronos, littéralement l'utopie dans le temps. Si l'utopie est un lieu qui n'existe pas, l'Uchronie est un temps qui n'a pas été. Et donc on peut revisiter le passé et peut-être imaginer, c'est très spéculatif, quelles seraient nos sociétés aujourd'hui si tel ou tel événement du passé n'avait pas eu lieu ou au contraire avait eu lieu plus tôt ou plus tard. On peut citer peut-être en exemple le maître du haut château de Philippe Cadic qui nous rappelle brièvement cette Uchronie. Allez-y. Un texte évidemment tutélaire et remarquable de Philippe Cadic, un auteur américain, le maître du haut château, qui imagine un monde parallèle dans lequel l'issue de la Seconde Guerre mondiale a été différente. Les nazis ont gagné la guerre et par conséquent on est dans un monde complètement différent, et tout le talent de Philippe Cadic est de nous montrer que, étrangement, ce monde au quotidien,
la vie des personnages dans ce monde au quotidien, eh bien, c'est une vie qui ressemble à la nôtre, qui est empreinte de normalité, empreinte de continuité. Et du coup, il nous fait réfléchir sur la qualité intrinsèque de nos sociétés aujourd'hui. Certes, les Alliés, dans notre temps, ont gagné la guerre. Certes, nous avons fait triompher la liberté, mais le combat est-il pour autant terminé? Alors je rappelle que vous êtes historien, c'est quand même amusant parce que vous en avez vous aussi écrit des uchronies. Vous êtes un historien qui aime réécrire l'histoire. C'est un paradoxe ou pas? Absolument pas. En fait, les historiens interprètent les faits. Donc la base de l'histoire, comme la base de la science, c'est identifier les faits vérifiés, les faits historiques attestés, les archives. Et ensuite, l'histoire est une question avant tout d'interprétation. Et cette interprétation, elle est souvent très personnelle, très subjective de la part des historiens. Vous savez, un historien comme Marc Bloch ne décrit pas le Moyen-Âge, tout comme peut le faire par exemple Jacques Le Goff, un historien plus récent. Du coup, l'Uchronie devient aujourd'hui, tout comme la science-fiction pour les scientifiques, et c'est le signe d'un changement culturel important à mon avis, elle devient un outil spéculatif, un jeu spéculatif qui peut faciliter le travail de l'historien. Brièvement, en vous écoutant, j'ai l'impression que ce genre est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Ça devient voilà, une bonne chose d'y réfléchir et de le considérer avec un peu plus de sérieux et de respect. Et oui, absolument. La science-fiction, on peut le dire, Daniel a acquis ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il y a des chaires universitaires en Europe sur la science-fiction. Il y a des spécialistes français de l'histoire de la science-fiction française, comme Simon Bréant à la Sorbonne, par exemple. Et aujourd'hui, elle est objet d'étude. Alors, j'espère que devenant objet d'étude, elle ne perd pas sa vivacité créative. Il ne s'agirait pas de trop s'endormir et de trop s'assagir. Voilà, de ne pas trop se reposer sur ses lauriers. La science-fiction ne doit pas. D'accord, très bien. Suite et fin de nos discussions entre science et fiction. Et pour cette tête au carré en direct des Utopiales consacrée au temps, nous allons nous poser dans un instant l'ultime question. La machine à voyager dans le temps est-elle envisageable scientifiquement? Les réponses de notre astrophysicien Roland Lehoucq pourraient vous surprendre. La tête au carré sur France Inter. Tête au carré en direct des Utopiales de Nantes, festival international de science-fiction, toujours en compagnie de la spécialiste de Jules Verne Agnès Marcetto, de l'historien Hugo Bellagamba, du paléontologue Sébastien Steyer et de l'astrophysicien Roland Lehoucq. Le thème de cette édition 2017 du festival, Roland, c'est le temps. Alors c'est ça la porte des étoiles. C'est quoi votre problème? Eh bien, on l'a ouverte en direction d'une planète qui se fait aspirer par un trou noir. C'est très embêtant et très dangereux. Ouais, pourquoi? Les choses ont tendance à s'y engloutir. J'ai pris la liberté de fermer l'iris, mon colonel. Capitaine Carter? Qu'y a-t-il, lieutenant? Le champ a pris de l'expansion. J'obtiens près de 7 G de pression près de l'iris. Gardez vos distances, lieutenant! Pour une mystérieuse raison, la déformation de notre espace-temps semble être en avance sur le champ de gravité plutôt que d'en être la suite logique. C'est probablement une réaction directe générée par la porte des étoiles, mais je n'en suis pas sûr. Inutile de me faire croire que vous avez tout compris. L'important, messieurs, c'est que le temps passe ici beaucoup plus lentement qu'à l'extérieur de la base. Le temps, mais c'est du temps. Non, mon colonel, pas dans la relativité. Et avec l'intense force de gravité qui est produite par le trou noir, le temps ralentit très vite. Extrait de Stargate SG1, Roland Lehoucq. En général, quand on commence à discuter du temps avec un astrophysicien, on finit très vite par plus vraiment bien savoir où on habite. D'ailleurs, je crois que rien qu'ici, aux Utopiales, hier soir, il y avait une grande discussion que vous animiez entre Étienne Klein et Marc Lachiaiseray autour du temps. Ils n'étaient eux-mêmes pas d'accord exactement sur le temps est-il une illusion? Pas parfaitement d'accord, effectivement, ils discutaient parce que bien sûr la question du temps c'est une question fondamentale en physique qui n'est pas encore très consensuelle parmi les physiciens, même s'il semble que nous ayons une approche du temps, une compréhension du temps naturel, mais qui se trouve être rédhibitoirement non fonctionnelle dans la physique telle que nous la pratiquons actuellement, dans la physique de précision. Pour le quotidien, vu la précision, la précision dont nous avons besoin, les vitesses relatives auxquelles nous nous déplaçons, les champs de pesanteur dans lesquels nous sommes habituellement plongés, évidemment, ces subtilités de la physique relativiste sont tout à fait sans intérêt, se dire, ou sans objet. Sans effet, on les ressent pas. On ne les ressent pas, nos sens ne les perçoivent pas. Mais on est maintenant capable, avec les instruments de précision comme les horloges atomiques, et singulièrement les horloges à fontaine atomique, ou les horloges atomiques optiques, qu'on appelle optiques, de mesurer des décalages temporels avec une précision de la seconde sur la durée de vie de l'univers, sur l'âge de l'univers, de plus de 13 milliards d'années. Et donc à cette précision-là, on est capable de se rendre compte que deux horloges qui
vont d'un endroit, d'un événement à un autre, une horloge et l'autre horloge identique, synchronisée, posée l'une à côté de l'autre, l'une reste, l'autre fait un petit voyage, elle monte, elle descend, elle se déplace, revient près de la première horloge. La durée du voyage mesurée par une horloge ou mesurée par l'autre horloge ne sont pas identiques. Donc le temps est relatif, on a du mal à s'y faire. Les durées, alors c'est pas tellement le temps, ces horloges ne mesurent pas le temps, elles mesurent des durées, et le temps que chaque horloge peut construire, c'est l'accumulation des durées successives qui font leur histoire. C'est l'accumulation des durées successives que nous vivons qui font notre histoire, qui font mon histoire. Votre histoire est différente car vous avez bougé par rapport à moi de façon différentielle. Vous avez monté, descendu, moi aussi, en altitude. Et au final, vous pouvez définir votre temps, temps propre de Daniel Fievé, mon temps propre de Roland Lehoucq. Essentiellement, ils coïncident, mais en réalité, ils ne sont pas identiques. Voilà. Quand je vous disais qu'on sait très vite plus vraiment où on habite quand on discute du temps avec... voilà, ça ne me dément pas. Au final, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Alors, vous pouvez ou je peux voyager dans votre futur ou vous dans le mien. C'est-à-dire, vous prenez un vaisseau spatial très rapide qui vous amène à des vitesses très proches de celles de la lumière. Vous revenez sur Terre. Le voyage pour vous aura duré 1 an. Et par exemple, ça va dépendre de la vitesse de votre vaisseau, mais par exemple, le voyage, moi, restant sur Terre, aura duré 100 ans. Donc vous revenez, je suis mort depuis longtemps, et vous n'aurez vieilli que d'une seule année. C'est ce que met en scène le film Interstellar. Alors dans Interstellar, il y a une version de ce décalage temporel, de ce décalage des durées, qui est lié plus à la proximité au voyage que font, d'abord un voyage rapide que font les protagonistes, mais surtout ils se baladent près d'un trou noir. Le deuxième effet qui vient de la relativité d'Einstein, c'est que quand une horloge au sol va retarder par rapport à une horloge en altitude. Donc les gens qui sont dans la mezzanine Chaillol où nous sommes actuellement, qui est à 15 mètres au-dessus de nous, ils pourraient avoir l'impression que l'émission dure légèrement plus longtemps qu'elle ne dure en réalité, parce qu'ils ne sont pas à la même altitude que nous, à des effets microscopiques qui se chiffrent en milliardièmes de seconde près. Dans Interstellar, voyageant près d'un trou noir, les effets sont bien plus considérables. Alors ce que je retiens, c'est qu'on peut éventuellement, techniquement, en tout cas théoriquement, voyager dans le futur, mais en tout cas dans le passé. Dans le passé, ça semble beaucoup plus difficile. Ça nécessiterait d'invoquer ce qu'on appelle une boucle temporelle fermée, ce qui est inenvisageable dans la relativité restreinte. Ça nécessiterait d'être capable de dépasser la vitesse de la lumière, la première relativité publiée par Einstein, et dans sa deuxième version de la théorie, qui inclut la gravité, qui décrit en fait la gravitation, la relativité générale. Les boucles temporelles fermées sont envisageables, mais simplement, pour plein de raisons, les humains risquent de subir de graves dégâts s'ils la poursuivent, sans parler de problèmes liés à leur libre arbitre, à leur mémoire et à leur vieillissement. Alors Roland Lehoucq, peut-être que nos discussions cet après-midi ont donné envie aux Nantais et à ceux qui habitent pas loin de venir au festival. Qu'est-ce qui attend les festivaliers des Utopiales pour le week-end à venir? Alors, dans ce week-end à venir, évidemment, il y a plein de choses qui se produisent. Il y a 160 tables rondes en tout dans les Utopiales sur 5 jours. Dans un week-end, il y en a à peu près 2/5 de 160. Je vous laisse faire la proportion. Sachant qu'une partie est déjà passée, donc on ne pourra pas y aller puisqu'on ne peut pas voyager. Alors on peut tenter sa chance avec le voyage dans le temps, mais ça ne va pas être facile probablement. Alors je recommanderais, ou je pointerai l'œil ou le cerveau du président sur quelques particularités du programme qui vient. La rencontre avec Francis Eustache, qui est un neuropsychologue qui travaille à l'INSERM sur la mémoire et qui nous parlera de ses recherches sur la mémoire et qui nous montrera à quel point notre capacité à nous remémorer le passé est liée à notre capacité à nous projeter dans le futur par le mental. Lewis Trondheim, en bande dessinée. On discutera du temps et des réseaux sociaux, on discutera de paradoxes temporels, on fêtera les 40 ans de Star Wars évidemment par une table ronde qui s'annonce mémorable. Et puis bien sûr le dimanche à 17 h, il y aura le fameux cosplay où alors là on aura l'aspect plus ludique, plus magique, plus visuel de la science-fiction avec ces jeunes gens et jeunes filles costumés qui vont interpréter leur héros ou leur univers favori. Ouais, encore plein de bons moments à venir ici à la Cité des Congrès de Nantes. Merci Roland Lehoucq, Agnès Marcetto, Hugo Bellagamba et Sébastien Steyer. Merci à vous. Merci à la technique. Il y avait Jean-Christophe Perrin, Christophe Michou, Yann Charby et Benjamin Perru qui ont fait des prouesses comme toujours. Merci aux équipes du festival qui se déroulent encore ici jusqu'à dimanche. Donc, et évidemment, merci au public nantais qui était présent. Merci à vous. C'était un plaisir.